ce matin, nous avons eu 3 séances qui étaient très cohérentes sur le même thème, et moi je reviens aux séances de ce matin en fait. Donc on peut considérer que l'ensemble de la journée porte sur le thème qui a été annoncé, mais à l'intérieur de cette journée, il y a 2 catégories. Quelque chose qui est d'ordre général et quelque chose qui est plus appliqué. Donc nous venons d'avoir 2 séances très précisément de cette catégorie. Et je reviens donc à la catégorie de ce matin. Mon thème est celui de la résistance à la servitude, et plus exactement à la servitude volontaire, ce qui laisse supposer un jugement critique, évidemment, sur ceux qui acceptent d'être esclaves. Mais vous verrez, je crois qu'il y a lieu de nuancer sur le degré de l'acceptation. La volonté de destruction de la société traditionnelle est originelle dans la modernité. C'est même la définition de la modernité au sens philosophique du terme. Il y a la tradition fondée sur l'héritage, sur le respect d'un certain nombre de choses comme l'ordre des choses. Et puis il y a la volonté qui fait irruption à partir d'un certain moment, dans la foulée de certaines pensées philosophiques, en particulier le nominalisme. Et un beau jour, cela se cristallise parce que les conditions sont propices du point de vue intellectuel, du point de vue social, et ça débouche sur cette aventure qui est extrêmement puissante, durable, générale, qui est une Weltanschauung, enfin une conception générale du monde, et qui a pour caractéristique d'être conquérante. Et il n'y a pas meilleure définition, on peut dire, que celle de Marx dans la 11e thèse à Feuerbach, sur Feuerbach, ou ad Feuerbach, qui est, jusqu'ici les philosophes ont interprété le monde, désormais il faut le transformer. Donc c'est ça la charte de la modernité, au sens philosophique, donc applicable à la totalité de la vie, totalité de l'être. Cette modernité s'est exprimée selon des étapes. Ce n'est pas venu tout seul, mais il reste une permanence, quelque chose qui est absolument fondamental et qui s'exprime au fur et à mesure, plus ou moins fortement, et qui évolue par ailleurs, qui évolue d'une façon assez logique. C'est un processus, une philosophie monde, a dit Marx à juste titre, là aussi, c'est-à-dire une philosophie qui vise à se transformer en réalité. Transformer le monde, mais transformer le monde en réalisant le monde selon cette philosophie. Or, cette philosophie casse, brise, détruit ce qui était auparavant. C'est donc c'est démiurgique. L'une des phrases qui clôt l'Apocalypse a servi de slogan aux révolutionnaires français. « Voici, je fais toute chose nouvelle ». C'est c'est la fin de l'Apocalypse. Donc, nous avons là quand même quelque chose qui est dramatique, qui donne le contexte. Parmi les phases de cette modernité en acte, on a connu jusqu'à... Bon, c'est très difficile de faire des frontières, mais disons jusqu'à 1945 ou bien un peu plus tard, on a connu l'État-nation, on a connu l'organisation étatique rigoureuse, un État qui était visible, identifiable, une économie qui était à base nationale, même si elle avait des relations évidentes du point de vue international. On a connu un système qui reposait sur un système éducatif unitaire, d'autre part qui récupérait énormément de valeurs de la société antécédente, ou qui les utilisait. Par exemple, les hussards de la République ont enseigné beaucoup de choses qui étaient très traditionnelles.
sur le service de la patrie, la morale. Lisez les petits livres de morale républicaine si vous en trouvez chez un bouquiniste. Vous verrez que ce sont des livres de morale chrétienne, mais sans certains mots chrétiens. Bon, et ainsi de suite. Donc il y a eu une phase qui était une phase ordonnée, je puis dire, à laquelle on est habitué parce que la littérature, les documents, les discours, beaucoup de choses portent la trace de cette conception. Les monuments aux morts, beaucoup de... tout un fourbi, j'allais dire. Or, aujourd'hui, tout cela est caduc. Parce que nous avons franchi un cap, passant, on considère aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la modernité tardive, comme on dit l'Antiquité tardive. C'est-à-dire qu'il y a là un achèvement. Dans le double sens du terme, l'achèvement, c'est-à-dire la fin d'un processus. Donc nous sommes dans la fin d'un processus, comme la fin de l'Empire romain, si vous voulez, qui n'est jamais une période très heureuse, la fin de l'URSS aussi. Ça peut durer, mais c'est la fin quand même d'un processus, logiquement. Et en même temps, l'achèvement, c'est l'épanouissement. C'est-à-dire nous sommes dans ce qui va révéler, au fond, la substance véritable de ce qui était prévu. Alors tout cela crée un ensemble de réalités nouvelles et pas nouvelles, puisque c'est dans le même processus général, mais dans une phase qui est vraiment nouvelle en elle-même. Tous les systèmes fondés sur la modernité conquérante, donc par nature, ont été des systèmes de contraintes. On a mentionné ce matin le livre de Xavier Martin, un livre de Xavier Martin, qui est un auteur qui est assez prolixe et qui s'est spécialisé dans l'analyse de tous les textes des Lumières, montrant en particulier pour les textes de cette partie des Lumières qui est la période de la Révolution française, une volonté vraiment de transformer l'humain, de transformer l'être humain. On en a parlé, il y a eu ce matin des choses qui ont été dites là-dessus, à partir de Rousseau en particulier, mais pas seulement. Mais en même temps, donc cela a entraîné une contrainte. En même temps, une séduction. Et il ne faut pas se masquer que les systèmes totalitaires comme le nazisme ou le communisme n'ont absolument pas été réductibles à des systèmes de contrainte uniquement. Bien sûr, il y a le goulag, bien sûr, il y a la Gestapo, etc. Mais il y a aussi, chez Hitler, les piscines pour les ouvriers, les autoroutes et la Volkswagen. Et en URSS, il y a le pain pour tous. J'ai entendu, à l'époque où c'était encore les communistes qui dominaient l'université, quand j'étais étudiant, dire, le lieu commun sur la Chine, c'était la Chine, peut-être qu'il y a des contraintes, mais au moins tout le monde a mangé. Bon, ça c'était vraiment la doctrine, la doxa. Et c'était vrai. C'est vrai, hein. C'était pas du tout, il ne faut pas caricaturer, c'est la propagande américaine, disons, qui a caricaturé bêtement la propagande atlantiste, mais la réalité, c'était que les gens peut-être étaient sobres, au moins qu'on puisse dire, mais bon, il y avait une certaine acceptation. Et ça a engendré, par exemple, en URSS, l'homo soviéticus. C'est bien ça, l'homo soviéticus, c'est-à-dire c'est celui qui se contente de son sort. Il se contente de son sort parce qu'il est pas mal, finalement. Il s'habitue, et il trouve que c'est embêtant de changer. Bon. Alors, aujourd'hui, nous trouvons la même chose. Hein. Il y a la contrainte et il y a la séduction. Et on doit être attentif aux deux aspects. Donc, je voudrais parcourir d'abord la question de cette société où nous vivons, de manière à en décrire les principaux ressorts, que je veux mettre en avant de répondre à la question qui est posée et qui m'est posée, à savoir comment peut-on réagir là contre pour ne pas se laisser piéger finalement et consentir à toutes les formes de récupération, que ce soit par la menace ou par la ruse. Donc la première de mes deux parties sera pour énumérer les caractères dominants de la société moderne tardive, que je retiens,
je vais retenir 5 facteurs. Et ces 5 facteurs sont des facteurs que je prends pour pouvoir expliquer la facilité du consentement. Ces 5 facteurs sont, que j'ai retenus, la complexité, le climat, l'ambiance, la séduction, la récupération et la programmation, qui vont permettre le consentement. La complexité. Tout d'abord, la société actuelle est d'autant plus complexe que ses centres de pouvoir sont disséminés et déterritorialisés. Ensuite, elle constitue un tout où s'entremêle bien plus que par le passé l'action de plusieurs ensembles. D'abord, un appareil politique, ça c'est ce qui est en commun avec le passé, enfin, l'appareil politique subsiste, mais cet appareil politique est constitué aujourd'hui d'une manière différente du passé. Avant, on avait un État structuré, strict, à base nationale. Aujourd'hui, on a un État éclaté, recomposé, parce qu'il est loin d'avoir disparu, recomposé, où s'enchevêtre à la fois le privé et le public, et où s'enchevêtre le national et le supranational. Ou, oui, le supranational, disons. C'est un instrument qui demeure un instrument fondamental du point de vue de la puissance, c'est-à-dire qu'il y a la force de la loi, il y a la force des flics, si on peut dire, et en même temps, donc c'est un instrument de contrainte, mais il est toujours plus difficile à discerner, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a un système de lois, mais elles sont très loin d'être, premièrement, des lois égales pour tous. Vous avez mentionné l'existence du droit mou. Pendant ce temps-là, je pensais à ce qu'on appelle le droit doux, qui n'est pas tout à fait le même concept. Et le droit doux, c'est un droit qui est en fait un droit, c'est le privilège, le renouveau des privilèges. C'est-à-dire des lois particulières à des catégories selon leurs moyens de s'exprimer, selon qu'elles sont dans la ligne générale ou qu'elles ne sont pas, etc. Donc il y a un double système de droit, mais dans ce système de droit, le deuxième système de droit est un système qui est particularisé, qui est vraiment un système de privilèges. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. C'est beaucoup plus compliqué. Tout le monde n'a pas les mêmes droits, contrairement à ce qui est énoncé, par exemple. Bien que ça soit très logique, dans la perspective théorique de Rousseau, par exemple, ou de beaucoup d'autres. Enfin, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté, il faut bien que juridiquement ça soit reconnu. Enfin. Le système donc, politique existe, le système économique désormais mondialisé, de manière institutionnelle, hyper complexe, dominé par l'abstraction des jeux financiers, dont le maître mot, la gouvernance, qui est passée en lieu commun, fait immédiatement percevoir le caractère insaisissable, puisque celui qui pourra définir la gouvernance sera bienvenu, mais je pense que ce sera un tour de force. Enfin, le système médiatique, au sens très large du terme, qui comporte la radio, la télévision, les journaux, qui comporte en réalité la totalité de ce que Gramsci appelle les intellectuels, c'est-à-dire quiconque est capable de répéter ou de justifier ou d'expliquer, d'imposer en fait par un discours quelque peu organisé la règle, la norme de pensée. Donc ça c'est ce système, et ce système est complexe, c'est-à-dire qu'il est articulé. Si vous prenez chacune des parties, on l'a dit un peu ce matin en disant il n'y a pas de centre de pouvoir net. Ce système est très insaisissable. Quelqu'un a parlé de l'intérêt des fictions, notamment des films américains ou autres. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de crainte qui est mise en évidence à partir de ce genre littéraire particulier ou de ce genre cinématographique, d'avoir affaire à quelque chose comme l'Angkar au Cambodge, c'est-à-dire une puissance tutélaire insaisissable mais qui fait extrêmement peur. Le Big Brother, si vous voulez. Alors ça, c'est pour la complexité, qui est réelle, c'est une réalité vécue, existentielle. Le climat, l'ambiance.
On se tromperait en réduisant la pression sociale à la seule activité réelle et pesante des polices de la pensée, j'entends, hein. Tribunaux privés, observatoires d'espionnage sur la vie des individus, sur leur conformité à la pensée dominante, etc. Enfin, ça pullule. Autoconstitué, bien entendu, hein. On a ces groupes, ces petits groupes, mais qui sont très puissants, ne recourent pas souvent, ils n'excluent pas du tout, mais ne recourent pas souvent à la violence physique stricte. En revanche, ils pratiquent la violence symbolique, comme on dit, à haute dose. Donc, ostracisme, procédures administratives pour faire des contrôles fiscaux, dénonciation publique de pédophilie ou tout ce que vous voulez, traîner dans la boue des gens, détruire des carrières, détruire des vies. Bon, ça c'est à la portée extrêmement facile de tout un tas de petits groupes qui existent, hein. Je pourrais prendre des exemples très précis. Par exemple, dans le cas de ces services téléphoniques qui ont été mis à disposition des femmes battues, là, on peut développer ça, et c'est ahurissant enfin, de voir comment, si on rentre dans un engrenage de cette catégorie, on n'en sort pas facilement. C'est kafkaïen, vraiment. En France, aujourd'hui, et pas qu'en France. Pression et répression émanent en fait principalement du jeu social lui-même, parce que c'est une ambiance générale. Il s'agit d'un phénomène structurel où de multiples acteurs interviennent qui sont très souvent des fonctionnaires, si on peut dire, des fonctionnaires de ce système-là, qu'ils soient fonctionnaires d'État ou qu'ils soient simplement employés, qui répètent, qui interviennent. Donc on a un bain général qui crée une pression, et Jacques Ellul, qui était un bon observateur, appelait ça l'idéologie d'imprégnation. C'est effectivement une idéologie d'imprégnation qui finit par se créer parce qu'on est obligé d'adopter les règles qui sont imposées. Aujourd'hui, quand on parle du politiquement correct, en réalité on parle d'une petite partie de la réalité, mais ça fait partie de ça. Donc on impose des règles, et ces règles sont imposées par des tas de gens, et elles sont contrôlées par des tas de gens, qui ne sont pas forcément des agents conscients de la chose. Il y a donc un effet d'érosion par la durée, en fait, qui conduit à la rupture avec la société antérieure, qu'était la société antérieure? Une société déjà marquée fortement par la présence de la philosophie moderne omniprésente, mais qui conservait beaucoup d'éléments de la société traditionnelle. À beaucoup de points de vue. Enfin, on voit ça, regardez des films des années 50, c'est évident que là, ça jure aujourd'hui, les films d'aujourd'hui avec ces films-là, dans la manière de parler, dans la manière même de ne pas prononcer des gros mots, par exemple, sauf quand il s'agissait de montrer des truands, quoi. Mais tout un style qui fait aujourd'hui, qui paraît ridicule ou qui paraît vétuste, vieillot, etc. Et qui jure totalement avec la manière avec les centres d'intérêt, avec la manière de vivre, de se comporter, de s'habiller, etc. Donc on a l'impression d'avoir changé complètement de monde, bien qu'on n'en ait pas changé. Simplement, c'est une évolution. Aujourd'hui, nous voyons des mesures de changement qui sont très intéressantes dans les livres périodiquement produits par les sociologues. Je pense à Stutzel et d'autres, sur l'échelle des valeurs. Et périodiquement, il y a eu les valeurs françaises, en 1980, les valeurs en 2000, etc. Faites les comparaisons, c'est extraordinaire. Vous avez peut-être vu des affiches que j'ai vues à Tours, de grandes affiches avec un petit agneau très joli, très sympathique. Puis c'est
sur, je ne sais plus le slogan, mais c'est quelque chose comme faut-il légiférer, faut-il autoriser la torture. Bon, ce sont des animalistes qui ont promu ces affiches qu'on voit partout contre les abattoirs. Et en montrant cet agneau très joli, enfin, bon, ce sont des choses qui existent aujourd'hui qu'on ne peut pas imaginer il y a donc un certain nombre de décennies. Enfin, bon. Là, on a une différence, et cette différence, c'est ça qui crée une ambiance. Nous sommes dans ce genre de signes, c'est très important les signes, et ça, ce sont des signes de la réalité vécue. Autre chose qui est évidemment fondamentale dans cette ambiance, dans ce climat, c'est la coupure culturelle qui est intervenue du fait de l'enseignement qui est un enseignement scolaire, un enseignement universitaire également, et un enseignement surtout de masse par le biais de la télévision et de tous les moyens d'accès, qu'on dit être des moyens d'accès à la culture, et qui n'en sont pas, ou soit par l'effet de l'idéologisation forcenée qui a eu lieu dans ce domaine, soit par l'effet de la création d'une culture de la culpabilité globale, qui fait qu'on a craché aujourd'hui sur ce qu'on présentait auparavant comme des valeurs fondamentales. Ce qui est très drôle, c'est d'ailleurs que le même système demeure, la République, disons, si vous voulez, et ce système auparavant disait qu'il y avait un certain nombre de choses auxquelles il ne fallait pas toucher. Aujourd'hui, il faut dire le contraire. Il faut dire qu'on était des criminels, alors tout y passe, la colonisation, la guerre de 14, n'importe quoi. Donc il y a là quelque chose qui fait une rupture. Il n'y a rien qui remplace cette disparition. Donc aujourd'hui, on a d'autre part un phénomène de masse qui est intervenu, qui est l'immigration, maintenant plus que jamais visible, avec le fait que cette immigration particulièrement musulmane et particulièrement virulente est brutale, enfin, démographiquement provoque d'énormes problèmes, mais provoque aussi un problème général de culture. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout les repères de continuité avec la littérature, avec des connaissances, avec la manière de vivre, avec le comportement traditionnel. Tout ça, l'accent, les accents régionaux, ce matin il y en a eu un, maintenant il y en a un autre, parce que j'en ai un, et l'accent est standardisé, par exemple, hein, tout est standardisé sur un modèle unique. Nous sommes là donc dans une transformation très très grave, très importante, que je range dans cette catégorie du climat. Tout cela joue dans le sens de la rupture avec tout ce qui pourrait faire un frein au développement du principe moderne, dont une grande vecteur fondamental est le développement économique, bien entendu. Donc tout ce qui fait obstacle au libre marché, disons, des idées et des marchandises, tout ce qui fait obstacle à cela est considéré comme un frein, et un frein dangereux, de fait, que ce soit théorisé ou pas, on verra. Mais le résultat est qu'on vit dans une espèce de mouvement perpétuel. Ce qui est très important, c'est de considérer que ce mouvement perpétuel est intouchable. Il est considéré comme une fatalité, une réalité naturelle, si vous voulez. Et quiconque voudrait élever la voix pour regretter qu'il en soit ainsi serait considéré automatiquement comme un réactionnaire. Est considéré comme un réactionnaire, c'est-à-dire comme quelqu'un qui veut arrêter l'histoire, qui veut arrêter le déroulement de l'histoire. Donc il y a un postulat sous-jacent qui est évidemment celui que l'histoire est réglée selon un processus qui a un sens et qui est constant. Donc le mythe du progrès. Un dernier aspect de ce climat, c'est la séduction, qui demande
à être traitée comme telle, à part. La séduction est tout simplement le développement de la société de consommation. Dans le temps où Hitler proposait ses voitures et autres, c'était des gadgets à côté d'aujourd'hui, où on propose sans arrêt mille et une choses, des millions de choses. Ça, c'est le culte du cargo, comme on a dit en sociologie, là, dans cette île déserte du Pacifique. Un beau jour, il y a un cargo américain qui est arrivé avec un tas de choses. Ils l'ont adoré parce que c'était des gens qui étaient animistes et pour eux, c'était le paradis qui arrivait. Alors, on a appelé ça le cargo culte. Donc, c'est étudié en sociologie. En réalité, cette société d'abondance, c'est cette société que nous vivons, même si aujourd'hui elle connaît une récession, mais où le mythe demeure. Donc pendant un temps, le mythe se traduisait aussi par certaines réalités. Aujourd'hui, ces réalités se recroquevillent, mais donc la qualité baisse, etc. Mais n'empêche que le mythe demeure pour l'instant. Donc on a un processus systématique de réduction des freins, de tout ce qui empêcherait l'aspiration à l'unicité des biens matériels et aux caprices. Donc tout ce qui peut aller dans le sens d'accentuer ce mode de vie va être promu, et tout ce qui est susceptible de s'y opposer est barré et combattu. Donc il y a ici lointainement un écho de ce que Voltaire avait posé comme une espèce de règle, mais qui est devenu vraiment la règle de la société. Vous connaissez le poème Le Mondain, peut-être, enfin sûrement même. Moi, je rends grâce à la nature sage qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge, tant décrié par nos tristes frondeurs, ce temps profane et tout fait pour mes mœurs. J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce. Donc ce poème est un poème qui était contre l'ascèse chrétienne, mais contre la raison par ailleurs. Un poème de riche, bien entendu, hein, de quelqu'un qui jouissait des biens de ce monde avec beaucoup d'aisance. Mais nous avons là l'esprit de la cupidité, du désir des richesses, du désir. C'est ça le nerf principal qui demeure le Dieu d'aujourd'hui. Hein. Le philosophe Del Noce, italien, Augusto Del Noce, qui est très intéressant à connaître, a étudié ce qu'il appelait la société de l'abondance, hein, pour prendre l'expression de l'époque où il écrivait vers 70, l'affluent society, donc il reprenait le terme. Eh bien, il a fait une analyse de cette société que je vous livre, livre un petit extrait, bien sûr, qu'il a écrit après 1968, en disant « C'est une société qui accepte toutes les négations du marxisme, en ce qui concerne la pensée contemplative, la religion et la métaphysique, qui accepte donc la réduction marxiste des idées et des instruments de production, mais qui d'autre part réfute dans le marxisme les aspects révolutionnaires messianiques, donc ce qui reste de religieux dans l'idée révolutionnaire. Sous cet angle, elle représente l'esprit bourgeois à l'état pur, l'esprit bourgeois qui a triomphé de ses deux adversaires traditionnels, la religion transcendante et la pensée révolutionnaire. » Donc, je pense que c'est une analyse juste et correspondant. Il écrivait ça en 70, donc avant la chute de l'Empire soviétique. Et ça me paraît être une excellente description de la réalité. Une société fondée sur le matérialisme, non pas théorique ou je ne sais quoi, mais le petit matérialisme finalement, mu par un processus interne de réduction à l'unique réalité susceptible de compter, qui est celle de la matérialité, et donc instrumentalement qui promeut tout ce qui va dans ce sens-là, donc le caprice individuel, le mode de vie, bon,
et d'autre part qui lutte contre tout ce qui s'y oppose, ce qui est de bonne guerre. Autre point, la récupération. La récupération jouait dans l'ancien temps, la patrie, etc. Mais elle joue encore aujourd'hui en direction de l'Église en particulier. On voit à quel point a été utilisé et continue d'être utilisé le sentimentalisme, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation sentimentale de la charité qui fait que ça devient une idéologie, l'idéologie de pleurnicharde de la charité, qui n'est plus la charité, et qui cherche à deux choses. Premièrement, à faire accepter tout ce qu'on peut accepter, donc il faut avoir l'esprit large, être bon, s'occuper des... Donc il y a des modèles qui sont mis en avant, l'abbé Pierre, Mère Teresa, je cite les deux modèles analysés par Pierre-André Taguieff sur ce point précis, montrant qu'on utilise ces personnages vrais ou créés, disons, pour essayer d'implanter une charité laïcisée qui va permettre de justifier la passivité, ou voire d'aider en fait à la production du système dominant. C'est un sentiment qui était également utilisé que celui de la culpabilité. Donc l'examen de conscience, enfin, c'est évidemment une pratique chrétienne. Cet examen de conscience est fait maintenant d'une manière, je dirais, scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes de l'examen de conscience d'autrui pour expliquer qu'il faut se repentir de telle et telle manière, sur tel et tel point, de façon, dans la logique générale, d'empêcher tout ce qui peut faire obstacle au déroulement, au processus naturel, si on peut dire, de développement du mécanisme. Et ce qu'il faut dire, et ça c'est très important, c'est que le monde catholique, l'Église, est touché par ça et se fait complice de cela à cause d'une édulcoration éventuellement des concepts, ou bien pour 36 raisons, mais le fait est que le sirupeux, la miséricorde devient une idéologie en ce moment même, hein, ça fait partie des données actuelles, et d'une manière générale, l'association à la culpabilité est absolument criante, puisque là on a eu, surtout d'ailleurs il faut le dire, sous Jean-Paul II, mais en France on a eu des Drancy, on a eu un tas de... Donc il y a 36 raisons politiques qui ont favorisé ça, mais le fait est que c'est devenu une espèce de culture faisant écho, une culture interne, intra-ecclésiale, faisant écho à la culture de la culpabilisation, et donc de la culpabilité, mais surtout de la culpabilisation telle qu'elle était développée par un certain nombre de gens, que ce soit à propos des Juifs, de la Shoah, ou que ce soit à propos de la colonisation avec ce qu'on a appelé les études postcoloniales, qui ont pour spécialité ce genre de choses. Donc on arrive à une culpabilisation de ce qui, dans l'Occident ou dans l'Europe, subsiste ou subsisterait de traces de la chrétienté. C'est très exactement ça, en fait. Tout cela est une réalité, en quelque sorte, existentielle, hein, sur tous ces plans. Et cependant, c'est une réalité qui est accélérée par ce que j'ai appelé la programmation. C'est-à-dire, il y a conjuration, si vous voulez. La conjuration n'est qu'un petit morceau de l'ensemble. Tout ne se réduit pas à la conjuration. Mais conjuration, il y a, en ce sens que, j'ai dit, les penseurs philosophiques de la modernité ont voulu et continuent de vouloir l'éradication de la société traditionnelle dans sa forme naturelle et chrétienne. Et un certain nombre de penseurs ont travaillé la question de l'éducation, ça a été dit,
ont cherché à modeler l'état d'esprit des gens de telle façon qu'il n'y ait pas d'obstacle, ce qui est compréhensible. Or là, il y a pléthore de penseurs, et pléthore de penseurs qui ont élaboré soit une pensée théorique du genre de celle de Rousseau, et ce matin, vous avez énuméré sorti quelques phrases qui étaient particulièrement caractéristiques de ce point de vue, soit qui ont cherché à éduquer la jeunesse depuis le début. Et là, nous voyons, entre parenthèses, peut-être c'est le domaine dans lequel il y a le plus de ressemblances entre le système éducatif hitlérien ou soviétique et le système actuel, bien que les méthodes, certaines méthodes et surtout certains contenus ne soient pas les mêmes. Mais il est évident que, du point de vue méthodologique fondamental, on est en présence de choses qui se ressemblent considérablement. On a eu ça pour les enfants, pour les jeunes, mais bien entendu, c'est aussi appliqué à l'ensemble de la société. Cet ensemble de la société, on a pensé à lui avec la propagande, qui est une méthode, évidemment, de transformation. Et cela a fait l'objet de recherches scientifiques. La petite histoire, le fait est qu'un certain nombre de penseurs dans ce domaine étaient juifs. Pour cette raison, ils ont dû s'exiler de l'Allemagne nazie. Ils sont partis aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont continué des recherches. Je pense à Kurt Lewin ou Jacob Moreno, par exemple. Donc, ils sont des psychologues, devenus psychosociologues. Il y a l'école de Francfort, surtout, qui est un centre de pensée marxiste, partiellement ou largement dissident, qui a fait sa spécialité d'élaborer une théorie de la révolution sociale, une théorie de la révolution au quotidien. Il y a Henri Lefebvre qu'il faudrait lire, qui est une personne qui est un marxiste aussi dissident de Strasbourg, qui a pensé la vie quotidienne avant même que Marcuse en parle, et qui a été popularisé là, à partir de 1968. Donc, c'est tout un ensemble de penseurs qui, finalement, vous savez, même aux États-Unis, vous avez John Dewey, qui en réalité était un penseur du système américain, mais extrêmement proche, en réalité, de penseurs soviétiques. Il y a des comparaisons très fortes à faire entre les théories de Dewey et puis celles non seulement de Makarenko, mais aussi d'autres penseurs, de Pavlov surtout. Vous avez Pavlov également, bien connu pour la propagande soviétique, mais qui a eu des répondants autres, en particulier le grand penseur de la presse, Bernays, qui est un grand penseur de la presse américaine et de la propagande américaine par voie de presse. Donc tout cet ensemble-là existe comme une espèce de moyens intellectuels disponibles pour pouvoir accomplir un certain nombre de travaux dont le but est d'éradiquer toute résistance à l'emprise du système moderne. Peut-être le plus caractéristique de tout ça, c'est ce que Adorno a dirigé comme travail sous le nom de la personnalité autoritaire, qui est un texte qui a été élaboré en 1950, en fait en 1945, était commandité par le Congrès juif mondial pour essayer de faire une analyse des raisons pour lesquelles il y a eu l'antisémitisme en Allemagne. Et ces travaux ont été confiés à Adorno et à une équipe, et cette équipe a publié un énorme livre dont une version française partielle a été publiée seulement 30 ans après, donc elle est disponible aujourd'hui, et qui vaut la peine d'être lue, car c'est une étude scientifique de la manière dont on attribue à la famille traditionnelle l'origine de ce qu'ils appellent le fascisme, c'est-à-dire du nazisme, et donc des moyens qui conviennent pour éradiquer jusqu'à l'origine toute possibilité de devenir fasciste, c'est-à-dire de devenir hostile au système,
Donc ce sont des conservateurs de première envergure. Mais, donc toute dissidence. Et là, il ne faut pas minimiser ces choses-là. Ce sont des penseurs ayant ouvertement pignon sur rue et qui indiquent comment on doit faire pour procéder. Lorsque on s'est ému des déclarations de tel ministre français de l'Éducation nationale complètement atteint, se prenant pour Robespierre, enfin, et bon, il y avait une partie un peu de recherche de soi dans son mode d'expression, mais il y avait quand même une volonté. Cette volonté, elle exprime au fond la doctrine commune de tout ce que j'ai pu très, très rapidement mentionner, c'est-à-dire la résistance au changement doit être éradiquée. Et cette résistance au changement, elle est extérieure, elle est dans l'expression, bon, mais elle est aussi dans les modes de vie. Pourquoi le gender aujourd'hui? Vous pensez que ce n'est pas quelque chose qui se rattache à ça? Mais il faut voir que c'est exactement en continuité. Pourquoi on apprend aux enfants des lycées à s'habiller avec des jupes, aux garçons, et les filles, surtout les garçons d'ailleurs, qu'on fait habiller avec des jupes, ou à Sciences Po par exemple, peut-être, ou ailleurs. Sciences Po fait aussi autre chose. On se met le voile. Mais enfin, bon, pourquoi ces choses-là? Mais ça vient de la même source en réalité, de ce même tronc commun dans lequel il y a une volonté de transformer la société d'une façon au forceps. Alors, encore une fois, attention, hein, là nous sommes en présence de gens qui sont des accélérateurs. Mais cette accélération est subsidiaire par rapport à l'ensemble dont j'ai donné quelques têtes de chapitre, c'est-à-dire aux structures complètes de la société actuelle qui, elles, portent à tout ça. Le résultat, c'est le consentement. C'est-à-dire que l'autre face de l'hégémonie culturelle, c'est l'hégémonie créée par les procédés et par les structures que j'ai brièvement voulu brosser, rappeler. Mais l'autre face de l'hégémonie, c'est l'hégémonie du côté de ceux qui la subissent ou qui l'acceptent. C'est-à-dire que on accepte cet état de choses, cet état de vie, cet état de pensée, ces manières de se comporter, de parler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement intérieur, extrêmement existentiel. On n'est absolument pas dans la configuration de la police dont il faut se cacher et en restant là, en n'en pensant pas moins, en essayant d'échapper. Non, on est dans un système où c'est tellement prégnant et c'est tellement soft dans une très large mesure qu'on est pris dans cette nasse. Et c'est donc facile de se faire attraper. L'acceptation sociale, c'est le but recherché, hein, par soit la fin, la finalité, la cause finale vers laquelle tend l'ensemble des structures, disons, soit le but ouvertement recherché par les personnes qui sont des penseurs de ce genre de choses. Donc, nous avons là l'autre côté, le côté de ceux qui subissent. Et c'est donc l'acceptation sociale. Cette acceptation, elle est à la fois l'effet, bien sûr, directement, mais aussi elle se fait le multiplicateur et l'accélérateur de la servitude. L'effet d'abord, parce que la loi et les autres formes d'intervention visant à transformer la société produisent réellement une rupture avec le passé et ses marques. Donc, quand on parle de grand remplacement aujourd'hui, on a raison d'en parler pour l'aspect démographique et culturel qui en résulte. Mais le grand remplacement, il y a belle lurette qui l'a commencé. Et il est beaucoup plus large et ample que le grand remplacement démographique. Donc, on a une transformation de la famille, par exemple, pour ne prendre que cet exemple. La transformation de la famille, elle est programmée depuis la Révolution française. C'est très simple. Elle n'a fait que connaître ensuite quelques petits retours arrière parce qu'il y a eu des circonstances politiques qui ont empêché que ce soit accompli complètement. Et donc, il y a eu des phases d'accélération, des phases de retrait.
Mais aujourd'hui, ce que nous voyons sous les yeux, nous sommes dans une phase d'accélération, mais qui est absolument cohérente avec les principes de départ. Le multiplicateur aussi, dans la mesure où l'acceptation passive des nouvelles valeurs et des modes de vie correspondants transforme les individus même à leur insu et font d'eux des répétiteurs de consignes, des exemples, des médias. Les médias, il faut avoir en tête que les médias, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, non seulement ce qu'on classe sous cette catégorie, plus, je dis les intellectuels au sens de Gramsci, c'est-à-dire, somme toute, c'est l'exemplarité sociale. Chacun donne un exemple à autrui. Et en se comportant, en parlant, en pensant, en étant intéressé à certaines choses, en prenant des loisirs de telle manière et pas de telle autre, en trouvant que tel film est bon plutôt que tel autre, on donne un exemple à autrui. À ses enfants, par exemple, mais pas seulement, on donne un exemple à tous les autres. On peut rendre licite, il y a un pouvoir très important dans ce domaine. On peut rendre licite le fait par exemple, de parler. Je prends le cas des grossièretés, le langage grossier. Je ne sais plus si c'est Solzhenitsyn ou un autre que j'avais lu dans le temps qui disait que pour corrompre les gens au goulag, la grossièreté à très haute dose qui était pratiquée était très très dangereuse et que c'était donc. Celui que j'ai lu, je ne sais plus lequel auteur c'était, disait il faut s'abstenir absolument de consentir à ce genre de choses pour sauver son esprit. Eh bien, aujourd'hui, il y a la banalisation d'un langage, mais qui était impensable il y a encore même peut-être 15 ans, si vous voulez. Hein. Des ministres peuvent se permettre d'employer des mots que personne n'osait employer. Enfin, bon. Donc ça, par exemple, c'est typique. Et là, il y a la fonction d'exemple et la fonction de média opérée par ceux qui se font les intermédiaires de la transformation, parce que notamment cet aspect mineur, si vous voulez, mais quand même grave, parce que c'est une indignité en fait, cet aspect de non-respect de soi-même et d'autrui, ces plaisanteries salaces des femmes en particulier qui ont un langage, enfin, c'est extrêmement choquant pour ceux qui ne sont pas habitués à s'intégrer à ça. Mais les autres le trouvent banal. Et vous voyez des enfants qui parlent de manière vraiment... C'est outré, quoi. Bon, alors ça, ce sont des choses qui se répètent ensuite, que tout le monde imite. Un effet d'accélération, par conséquent. Condition de la résistance. Je termine. Ce sera peut-être... bon, je vais essayer de lire. Ça sera plus rapide. De tout ce qui précède, il résulte que la résistance opposable n'est pas simple. Deux dangers principaux. La réduction du problème par inconscience de la réalité, dans sa complexité, et la peur paralysante. Et il est connu que le pire est de ne pas pouvoir identifier l'ennemi et d'être paralysé par la peur. C'est le principe de Sun Tse, c'est-à-dire obtenir la reddition sans combat. Donc, le pire, si vous voulez, étant l'autoconviction de l'impossibilité de combattre. Donc là, c'est l'autodestruction. Par définition, résister, c'est un acte moral, donc un acte de volonté. Un acte de volonté qui a besoin de connaître et comprendre les données de la situation pour pouvoir choisir la voie la plus adaptée, la plus prudente. Et là est le problème. Or, il y a des conditions objectives qui sont ce qu'elles sont, et il y a des conditions d'ordre subjectif qui sont celles de l'aptitude à réagir. Un mot sur ces conditions subjectives de résistance. D'abord, la conscience de la réalité, qui concerne non seulement les pressions, le discours général qui incite à la soumission, les arguties sous apparence de charité chrétienne mal comprise, etc., mais aussi une autre dimension de la réalité moins évidente au premier abord, qui est celle des règles non apparentes, des postulats, des procédures, des procédés semblant aller de soi et ayant en eux-mêmes une orientation prédéterminée. Et là, c'est McLuhan qui a une bonne formule bien connue, le médium et le message. Le médium lui-même est le message. Donc, on est souvent
attentif au contenu verbal, mais beaucoup moins attentif justement à la manière dont ce contenu verbal est transmis, au contenu d'idées, si vous voulez. Et bon. Or, ça pose un problème vraiment important. Un seul exemple. Beaucoup de gens bien intentionnés se disent on va utiliser les ressorts de la musique populaire contemporaine, donc le rap, le métal, etc. Et on va mettre dessus des paroles chrétiennes, et donc on aura du rap chrétien, du métal chrétien. Ça pose un problème de fond. À savoir, est-ce que, avant même de penser faire une chose de ce type, on a réfléchi à ce que c'était que tel procédé, et est-ce que c'est un procédé qui est apte, qui est cohérent ou qui n'est pas cohérent avec l'intention qu'on se propose. Je referme la parenthèse, c'est une amorce d'exemple. Le doute méthodique. Le doute méthodique devrait être pratiqué systématiquement vis-à-vis de tout. Non pas qu'on ait à se méfier de tout, mais qu'on ait à examiner tout. C'est Saint Paul qui demande ça, d'examiner, n'est-ce pas? C'est parfaitement chrétien de devoir discerner, de devoir discriminer, de devoir essayer de comprendre, de faire l'étude critique. Or, on fait comme si tout était donné de soi. C'est une donnée, c'est ainsi, et à l'intérieur de cette donnée, on va discuter. Commençons par discuter la règle du jeu avant de savoir si on va pouvoir discuter à l'intérieur de cette règle du jeu. Poser des questions. Le problème est également la peur du vide. Il y a un adage connu et usé jusqu'à la corde, qui est celui sur la démocratie. La démocratie est le meilleur et le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Bon, on le prête à Churchill, par exemple, c'est pas lui qui l'a dit. Quoi qu'il en soit, il exprime la peur du vide. Or, la peur du vide est un moyen fondamental. Éric Föglin, qui a étudié le totalitarisme, un des auteurs qui aurait pu être cité aujourd'hui, entre pas mal d'autres, eh bien, en fait une caractéristique fondamentale, justement, du totalitarisme, l'interdiction de poser des questions. Il faut poser des questions. C'est-à-dire, il faut, avant même d'entrer dans quelque jeu que ce soit, essayer de se poser déjà la question et de poser la question, est-ce que ce jeu est un jeu pipé ou est-ce que c'est un jeu normal? Ne pas poser la question, c'est se suicider. C'est-à-dire, surtout dans ce contexte général. Et aussi des choses qu'il ne faut pas croire sur parole. Je veux dire le progressisme, c'est-à-dire la philosophie du progrès, l'idée que l'histoire est inéluctable et qu'elle progresse selon une règle linéaire en quelque manière. C'est un dogme qui n'est pas un dogme, ça n'a rien à voir avec la théologie de l'histoire, c'est complètement inventé par la modernité, mais c'est quelque chose qui est extrêmement, qui a pénétré les esprits. Et donc, on estime que, on confond le progrès technique et le progrès des sociétés, le progrès humain, etc. Voilà quelque chose, par exemple, qui est complètement digne d'être passé au crible du jugement critique. Un mot maintenant pour conclure, bientôt, sur le deuxième aspect qui est celui de la capacité de résistance et du lien avec la morale. Il y a un psaume, le psaume 16, dans lequel on trouve le verset suivant « Les païens multiplient leurs idoles et courent les adorer, mais je ne participerai pas à leur sanglante libation, et mes lèvres oublieront jusqu'au nom de leur Dieu. » Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait bien apprendre. C'est le verset 4 du psaume 16. Je vous rappelle aussi le psaume sur les rives de Babylone, qui a été plus connu, psaume 136, dans lequel les Babyloniens viennent demander aux Juifs exilés de chanter des chants de Sion et ils refusent avec un rejet forcené. Nos vainqueurs nous demandent des chants et nos oppresseurs de la joie. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Bon, donc c'est exactement ces sentiments-là que je voudrais faire partager comme conclusion. C'est-à-dire il faut le combat, il commence en soi. Il ne se résume pas à soi. Je ne viens pas ici vous prôner le moralisme à tout prix.
mais il commence en soi. Si ce commencement en soi n'est pas atteint, n'est pas fait, il est perdu d'avance. S'il est accompli, alors c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante, il faut passer à autre chose, mais c'est la condition nécessaire. La participation est une vieille affaire, c'est-à-dire est-ce qu'on va participer au système pour le corriger de l'intérieur, est-ce qu'on va ne pas participer? Bon, c'est un problème, il faut le résoudre, mais il ne va pas de soi, c'est-à-dire il n'y a pas un dogme selon lequel il faut participer au système. Il faut commencer par discuter de la question pour savoir si c'est opportun ou pas opportun. Et ainsi de suite. En fait, vous connaissez l'adage, voir le diable partout est une erreur, mais ne le voir nulle part en est une plus grande encore. C'est vrai que, par analogie, on peut craindre à tout moment la récupération, on peut craindre avoir peur de tout le monde, donc on va se paralyser soi-même de peur et on tombe dans le système de Sun Tse. Mais ne pas craindre, c'est tomber dans l'illusion et la témérité. Il y a donc deux dispositions fondatrices de la résistance intérieure, qui est préalable et support indispensable de toute résistance extérieure, à savoir la connaissance intime des ruses du démon, comme un adage ignatien, connaissance intime des ruses du diable, donc c'est une analogie, mais qui n'est pas forcément une analogie d'ailleurs, et c'est-à-dire la connaissance toujours plus approfondie du système dominant et de ses voies et moyens, et de tous ses ruses, quoi. Il y a un livre de Lewis qui s'intitule La tactique du diable, qui est un livre très intéressant, qui parlait de l'Allemagne nazie d'ailleurs, mais enfin on peut en tirer extrêmement beaucoup de choses intéressantes. Et dans ce sens-là, la connaissance toujours plus approfondie du système dominant, de ses voies et moyens, et d'autre part certaines dispositions habituelles à consolider, qui est l'autre versant, qui est la force, tout simplement. Et une hygiène mentale à pratiquer, qui consiste à se réapproprier ce dont on cherche à nous déposséder, et qui est de l'ordre de l'intériorité. L'histoire de nos propres racines, la vérité, non pas le contre-pied des mensonges de propagande, mais la vérité. Surtout ce sur quoi l'idéologie dominante jette son interdit, l'équilibre du rapport entre vie intérieure et extérieure, pour préserver, pour ne pas tomber dans le système chinois de la campagne des moineaux. Là, on a parlé des loisirs, mais c'est la campagne des moineaux que nous subissons. La campagne des moineaux dans la Chine populaire, c'était un certain moment où, pour éteindre certaines oppositions, Mao avait décidé de faire chasser tous les moineaux, soi-disant parce que ça nuisait aux récoltes, etc. C'était uniquement pour occuper les gens. Et on a ça, enfin bon, c'est simple à penser, évidemment, c'est Panem et Circenses aussi. Enfin. L'histoire, donc, l'équilibre de rapport entre vie intérieure et extérieure, tout ce qui est à même de former une conscience éclairée de notre situation concrète. C'est un effort individuel, fortement spirituel, religieux, dans la mesure où le système oppresseur est dans sa nature même un blasphème. Et c'est aussi un effort collectif, également dans la mesure où on ne saurait arriver à tout cela sans secours extérieur, ni surnaturel, ni naturel. Plus un tel effort sera consenti, plus sera ressenti comme une contradiction l'acceptation des us et coutumes du monde environnant. Et tant qu'on ne les ressentira pas comme une blessure, il restera à travailler. On pourrait dire qu'il faut apprendre à haïr ce qui est haïssable et à entretenir cette haine. Cette disposition est sinon négative, du moins définie par réaction contre ce qu'on cherche à nous faire faire, à nous détruire en fait. Une autre disposition fondamentale, je conclus, bien plus positive que celle-ci, est la capacité de durer, qui est la patience active, la longanimité, qui se heurte à la machine à user et à démoraliser que représente le système environnant. Elle n'est que la conséquence ou l'expression d'une vertu théologale qui est l'espérance. Et voilà. Alors après, il reste à faire le reste, c'est-à-dire le positif. Mais ça, je ne donne pas la clé, j'arrête là. Et voilà. Une question ? Peut-être.
Il ne reste plus beaucoup de temps. On s'est mis donc un grand merci à Bernard Dumont, C'est bon, qui est le intervenant de cet après-midi. Voilà, on s'est mis un petit peu en retard, donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qui est dit, ce qui a été dit. Je pense que vous aurez commencé à l'avoir. J'avais juste une question après Nicolas, pardon. Je me demandais si vous vous sentiez plus proche finalement j'allais dire de frères musulmans dans leur dimension anti-matérialiste, etc., que j'allais dire, de nos amis juifs qui, eux, ne sont pas cette pensée enfin, il n'y a pas de limitation, beaucoup moins de limitation pour l'homme dans la pensée juive que dans la pensée catholique. Alors, la première partie de votre question, je la comprends bien, la deuxième, je ne la comprends pas. La première partie de la question sur les musulmans, je dirais que le musulman, c'est un homme comme tout le monde, et c'est un homme doté de raison. Simplement, s'il est cohérent avec l'islam, pour autant qu'on puisse dire l'islam comme si c'était une unité absolue, alors qu'en fait c'est extrêmement discuté à l'intérieur, mais enfin disons l'islam moyen, si vous voulez, à un certain moment, ou avec l'islam originaire, enfin, des penseurs médiévaux, cet homme-là, dans la mesure où il raisonne, où il a des sentiments naturels, bien sûr que je m'en sens très proche, et plus proche que de beaucoup de contemporains, malheureusement, post-chrétiens. Et j'ai connu beaucoup de musulmans qui m'ont appris à vivre même. Je leur en suis reconnaissant. Donc, maintenant, c'est pas tous les musulmans, c'est ceux qui sont plus, j'allais dire, plus êtres humains que musulmans, tout en étant musulmans, je les respecte. Bon, mais les juifs, je ne comprends pas votre question. Il y a des gens comme un certain nombre d'intellectuels de profession juive qui pensent qu'il n'y a pas de limitation, on n'a pas à se limiter soi-même parce que ça fait partie du plan de la création, que nous avons toujours trouvé des solutions à nos problèmes et que c'est pas, enfin, il n'y a pas d'autocensure particulière par rapport à une autocensure morale, mais moins peut-être prégnante que l'antimatérialisme. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle les juifs libéraux, comme il y a les protestants libéraux et les catholiques libéraux, c'est-à-dire... Oui, mais c'est un... Oui, mais... Non, mais Jacques Attali, c'est un militant... c'est le Kadhafi du mondialisme, enfin... C'est-à-dire Kadhafi se définissait comme un militant international ou militant universel, je ne sais plus comment il est. Il avait une expression pour se qualifier. Attali, c'est le militant du mondialisme. Bon, il est un peu surfait entre nous. Il est auto-surfait. Enfin, il s'auto-promeut, mais il n'est pas grand-chose, en fait. Non, mais ceci dit, c'est un juif libéral. C'est-à-dire il fait partie du... Oui, mais il fait partie de cette catégorie dans le judaïsme actuel qui s'appelle les juifs libéraux, c'est-à-dire ces juifs athées en fait. Hein. Donc c'est comme les protestants libéraux. Ce qu'on appelle le protestantisme libéral aujourd'hui, c'est un protestantisme qui est plus guère chrétien, quoi. Mais donc, alors que lui il est de l'autre côté, il est du côté du manche, il est du côté de la pleine réalisation de la philosophie moderne. C'est d'ailleurs tout ce qu'il écrit, les rêveries qui sortent là sur le super-homme et je ne sais quoi, il est à 100% de l'autre côté. Donc, pour moi, c'est pas un juif. C'est un juif, oui. Il appartient, il est de Djerba, il est né dans la... c'est un juif de Djerba, mais c'est pas un juif au sens typique. Mais par rapport à l'influence qu'il peut y avoir dans le politique, beaucoup de gens consultent, il y a beaucoup d'influence de ce type. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est l'influence des gens, si je puis dire, d'en face. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de décrire, c'est qu'il y avait des gens d'en face et des gens qui ne l'étaient pas, et que j'essayais de parler pour les gens qui ne l'étaient pas. Mais oui, hélas, c'est un des promoteurs numéro un, quoi. Oui. Il n'y a aucun doute.
Mais c'est très différent du cas des musulmans.